Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde, ici Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est rendu au 5e épisode déjà de mon top 100. Donc on est rendu au 60 jusqu'à 51 et on commence ça tout de suite. Donc, à la position 60, c'est un jeu à thématique d'espace. Donc, c'est un jeu, une thématique que j'affectionne quand même beaucoup. Je me rends compte à regarder les titres dans ma collection. Donc, ça sera pas le seul que vous allez voir. Donc, puis je pense que vous en avez déjà vu d'autres dans la collection. Bref, et c'est un jeu, dans le fond, une version plateau, si on veut, d'un jeu de cartes très, très populaire qui s'appelle Race for the Galaxy. Et celui-là, c'est New Frontier. Donc, une version plus grosse, une version plus imposante, mais une très belle version également. Donc, dans New Frontier, ce qu'on va essayer de faire, c'est de développer notre monde pour le rendre le plus efficace possible, le plus prospère possible. Donc, on essaie justement d'acquérir des mondes qui vont pouvoir le compléter, nous fournir des ressources, des points de victoire, développer les meilleures technologies pour à la fin avoir amassé le plus de points de victoire. Donc, on garde toute l'essence du jeu Race for the Galaxy, mais on met tout ça en plus gros avec des grosses tuiles, des grosses ressources, tout plein de choses. C'est vraiment intéressant. Super bon jeu, belle production. Donc, je le conseille à tous ceux qui ont aimé la franchise ou qui aimeraient ça la découvrir, qui aiment les bons Eurogames, les bons constructions d'engins, parce que c'est un peu ça, ce jeu-là également, qui sont rapides quand même. Donc, bref, allez jeter un coup d'œil à New Frontier Race for the Galaxy Board Game. Donc, en position 59, c'est un jeu d'une de mes compagnies favorites, donc une super belle production. C'est un jeu de civilisation designé par nul autre que Jamie Stegmaier et j'ai parlé de Tapestry. Donc, dans Tapestry, oui, c'est un jeu de civilisation, comme on dit. Par contre, si vous attendez à un jeu de civilisation classique, vous allez être un peu déçu. Donc, c'est un jeu où on va vouloir s'avancer sur 4 pistes différentes. Donc, on a les pistes de technologie, d'exploration, militaire. Donc, 4 pistes sur lesquelles on peut décider de s'avancer pour avancer des points de victoire. Soit on décide de se focaliser sur une seule, soit on décide d'étendre notre pouvoir. Tout ça en incarnant une civilisation précise qui a des possibilités de faire des points de victoire uniques à elle et elle possède des pouvoirs spéciaux. En plus de ça, on a notre capitale qu'on peut développer en construisant des buildings, donc des petites maisons ou des plus gros buildings qu'on va avoir rapportés en s'avançant sur les différentes tracks et en construisant notre ville capitale, ça va pouvoir nous permettre de ramasser des points de victoire. Donc, ça se déroule en 4 âges et à la fin de ces 4 âges-là, eh bien, on a notre civilisation et on rapporte un certain nombre de points de victoire. C'est très, très tactique, très stratégique comme jeu. Un bon petit casse-tête, vraiment intéressant, une production incroyable, digne de Stonemaier Games. Donc, bref, c'est mon numéro 59, c'est Tapestry. En position 58, c'est un jeu pour tous les fans de real-time RPG, je ne sais pas comment les appeler, Massive, vous voyez de quoi je parle, les Warcraft de ce monde. Donc, c'est un jeu 4X. C'est un jeu d'une compagnie qui a créé des jeux très, très, très petits et qui sont connus pour ces jeux-là, qui s'appellent Tiny Epic. Et là, il y en a tout plein, Galaxy, Adventure, tout ça. Et là, ils ont créé un jeu massif pour compenser toutes ces petites boîtes-là.
et ils ont créé Heroes of Land, Air and Sea, donc un gros jeu de 4X, donc où on va essayer d'explorer et d'exterminer les autres joueurs tout en exploitant les ressources du territoire. Et le 4e X, je l'ai oublié, donc, et d'étendre, expand notre territoire. C'est un jeu super bon dans lequel on va incarner une certaine race et avec cette race-là, on va pouvoir développer des buildings très précis, des personnages très précis, partir en guerre. Il y a plusieurs conditions de victoire, donc ça, c'est intéressant parce qu'il faut toujours se tenir à jour à savoir où on est rendu dans ces conditions de fin de partie-là pour savoir quand est-ce qu'on est prêt de perdre ou de gagner la partie. Super intéressant, ça joue à plusieurs, donc c'est un jeu que quand on acquiert durant la pandémie comme moi, ben c'est un peu plate parce qu'à deux, on se rend compte que c'est très limité. Mais dès qu'on le met à plusieurs joueurs, c'est vraiment intéressant. Donc bref, c'est pour ça qu'il est dans ma position 58. Un super beau jeu, une présence sur la table assez phénoménale. Vous allez voir ça. Donc c'est Heroes of Land, Air and Sea. En position 57, c'est un jeu qu'on pourrait qualifier de roll and write, sauf que ce serait faux. Parce que c'est une beaucoup plus grande production que ça, même si ça reste avec les mêmes principes. Donc, c'est pas un roll and write, c'est un roll and build. Et c'est une super grosse production, un super beau jeu. Et j'ai nommé Era Medieval Age. Donc, tout comme les bons roll and write de ce monde, on roule des dés, on produit les ressources avec les dés qu'on a roulés et on essaie de construire notre village médiéval le plus efficace possible sur une grille en plastique. Et les bâtiments sont en 3D, c'est des figurines. Et là, quand on achète les bâtiments, ben on les pose et on construit littéralement, pour de vrai, notre ville devant nous. C'est super beau, c'est splendide, c'est grandiose comme jeu et c'est très, très bon parce que là, on essaie de faire les meilleurs combos. Chaque bâtiment va nous rapporter des points de victoire ou des capacités spéciales différentes. Et là, ben, on essaie de faire le meilleur combo possible justement pour remporter le plus de points de victoire et remporter la partie. Donc, c'est un jeu que je conseille à tous d'essayer et c'est Era Medieval Age. En position 56, c'est le jeu, je pense que c'était assez safe de le dire comme ça, mais c'est le jeu le plus difficile que je possède dans ma collection. Tellement dur que j'ai environ une dizaine de parties de jouer, puis j'ai pas encore remporté de partie. Et c'est un jeu coopératif, peut-être parce qu'on est poche, ça se pourrait, ou peut-être parce que le jeu pardonne vraiment pas, ou un petit mélange des deux, bref. Et le jeu, c'est Fireteam Zero. Donc, c'est un jeu, dans le fond, dans lequel, un jeu tactique d'horreur dans lequel on va incarner des personnages et devoir défier certains scénarios. Donc, dans la boîte de base, il y en a 3. Chaque scénario nous fait, dans le fond, affronter des vilains différents. Le jeu se joue avec un paquet de cartes qui va nous donner des options spéciales. Chaque personnage a son propre paquet de cartes. C'est vraiment intéressant comment ça se joue. Par contre, au fur et à mesure de la partie, on peut upgrader ce paquet-là pour devenir de plus en plus fort. Puis c'est ça, essayer de défier les monstres et c'est vraiment pas facile. Ils donnent pas beaucoup de chance. Donc, c'est un jeu très, très tactique. C'est super intéressant. Par exemple, c'est le fun à jouer. Ça donne le goût de réessayer quand on l'a pas, justement. Probablement qu'un jour, je vais réussir à battre le jeu. D'ici là, ben, il y a un gros potentiel de rejouabilité parce que j'arrête pas de perdre. Mais bref, un super bon jeu. Et c'est pour ça qu'il se retrouve dans ma position 57, je pense. Donc, c'est Fireteam Zero. En position 55, c'est un Eurogame, mais pas n'importe lequel. J'irai pas jusqu'à dire que c'est le plus gros Eurogame qui existe, mais c'est basé sur un autre jeu. En fait, c'est comme la suite spirituelle. C'est pas vraiment comme le numéro 2, mais ça a été, les mécanismes ont été basés sur ce jeu-là et transposés de façon plus moderne sur cette édition-là. Donc, c'est comme une deuxième édition, mais complètement réinventée sur un différent thème. Bref, le jeu se passe dans l'espace. Je vous avais dit que j'aimais ce thème-là. Et c'est Gaia Project
Donc, le Gaia Project qui est justement la suite spirituelle de Terra Mystica par les mêmes designers. Donc, ils ont tout pris ce qui était bon de Terra Mystica, ce qui rendait les gens addicts. Et ils ont tout pris ce qui était un peu moins bon, ce qui avait plus d'accrochage, qui demandait d'être peaufiné, qui demandait peut-être d'être un peu lustré. Et ils l'ont mis dans une thématique d'espace où là, on essaie justement de développer notre colonie dans l'espace et de devenir meilleur, plus efficace que les autres. C'est très, très bon. Un beau cassage de tête, un super beau casse-tête. Bref, ils l'ont fait avec brio. C'est vraiment un bon jeu. C'est un jeu qui ne sort pas avec tous les types de public parce que c'est très complexe, hein, si on pense à Terra Mystica. Mais c'est la même chose pour celui-là, mais incroyablement intéressant. Donc, je vous conseille fortement. Et c'est ça. C'est ma position 55, Gaia Project. En position 54, c'est un autre jeu d'une de mes compagnies favorites. Donc, vous l'aurez deviné, encore un Stonemaier Games. Cette fois-ci, un Legacy, toujours de Jamey Stegmaier. Et c'est Chatterstone. Donc, Chatterstone, c'est un jeu dans lequel on va vouloir se développer dans la ville de Chatterstone, développer un peu notre communauté, si on veut, devenir super efficace. Le jeu se développe au fur et à mesure qu'on développe la ville, qu'on développe nos personnages, tout ça. C'est vraiment intéressant. C'est un Eurogame. La production du jeu est très, très belle. Le jeu est très, très bon. Ça se joue en multiples parties. Puis, une fois qu'on a terminé, techniquement, le jeu n'est pas acheté parce qu'on peut continuer à jouer à Chatterstone. Donc, la version finale avec toutes les mécaniques imbriquées ensemble, dans une carte, dans un jeu qu'on va avoir modelé nous-mêmes. Donc, un super beau jeu, une expérience vraiment le fun à faire entre amis, super riche, super beau. Bref, je peux pas trop en dire parce que je veux pas vous péter trop de punch, mais c'est vraiment le fun, c'est satisfaisant, c'est un legacy, on ouvre des choses, on débloque des nouvelles choses, on ouvre des boîtes, il y a des secrets cachés un peu partout, c'est excitant. Bref, allez voir ça, Chatterstone. En position 53, c'est un super jeu coop, un jeu qui s'adapte à tous les types de gamers, qui est super le fun, un peu avec, encore une fois, une ambiance legacy. Je pense que c'est le thème de cette section-là. Ça va être notre troisième. Je pense qu'on va avoir sorti de la sorte. Mais pas totalement de legacy dans le sens qu'on modifie rien au jeu. Bref, ça va être plus facile de vous l'expliquer une fois qu'on va avoir sorti la boîte. Donc, on va le faire. Et j'ai nommé Harry Potter Hogwarts Battle. Donc, c'est un jeu de deck building coopératif dans lequel on va incarner Harry Potter et ses amis. Et là, on va devoir passer à travers chacune de ces années à Poudlard. Donc, le jeu, techniquement, se joue en 7 parties, donc de l'année 1 à l'année 7. Et là, l'année 1, c'est la plus facile et plus ça va. Chaque année est dans une petite boîte et à chaque année, on ouvre une nouvelle boîte et là, on rajoute des nouveaux règlements au jeu, des nouvelles choses, des nouvelles mécaniques. Le jeu devient de plus en plus difficile parce que là, on combat les méchants des années qui suivent jusqu'au combat final à la 7e année avec Voldemort qui est vraiment très, très difficile. Donc, bref, c'est vraiment le fun. Ça représente extrêmement bien l'univers d'Harry Potter. C'est très immersif. Tous les fans vont se reconnaître dans ce jeu-là. Les mécaniques sont le fun. C'est satisfaisant à construire son deck. Ça a un beau côté coopératif parce que il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire où chaque joueur va vraiment avoir son rôle précis dans l'histoire. Et là, on peut pas juste jouer notre tour sans se soucier des autres. C'est vraiment un jeu où on va essayer de maximiser comment est-ce qu'on peut aider tout le monde et être le plus efficace en groupe contre les méchants. Je peux pas le vendre assez. C'est vraiment un bon jeu. Et c'est Harry Potter Hogwarts Battle. En position 52, c'est un jeu de dés. C'est un jeu, dans le fond, où on va essayer d'optimiser, de construire un plateau. C'est compliqué à expliquer. Ça va être plus facile si je le montre. Donc, le jeu, c'est Role Player. Donc, dans Role Player, on va drafter des dés et ce qu'on va essayer de faire, c'est de construire notre
personnage de jeu de rôle le plus efficace possible. Donc, on va aller placer les dés qu'on va avoir draftés dans différentes compétences de notre personnage, comme si on construisait un personnage de jeu de rôle. On va attribuer ces dés-là aux différentes compétences. Les dés ont des couleurs. Tout ça a un impact. Donc, selon où on place notre dé, ça va activer un pouvoir spécial qui va nous permettre de manipuler les autres dés qu'on a déjà placés précédemment. Notre but étant d'avoir une combinaison de chiffres, une certaine combinaison de couleurs aussi, comment ils sont placés sur notre grille. On va accumuler de l'équipement, on va accumuler des armes, des traits, des habilités, des armures. Tout ça tout ce qu'on va accumuler pour notre personnage va nous apporter soit des bonus passifs durant la partie, des choses qui vont nous aider, ou encore va nous attribuer des points de victoire à la fin de la partie. Le but étant de construire le meilleur personnage optimisé le plus possible pour justement avoir le plus de points à la fin de la partie. C'est comme un sagrada, mais où le thème est vraiment exploité à son plein potentiel. Et là, le thème, c'est les jeux de rôle. C'est vraiment immersif, c'est super bon, c'est super spécial comme expérience. Que quelqu'un ait pensé à faire ce jeu-là, je suis vraiment... ça a été un coup de cœur dès ma première expérience, puis depuis, à chaque fois que j'y joue, c'est un jeu que j'apprécie. D'ailleurs, en 2018, j'avais fait une vidéo rec, je vais mettre le lien, si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça. C'est là, c'est vieux, mais c'est là. Et bref, il y a même une extension, plusieurs extensions maintenant, là, t'as même Role Player Adventure qui est sorti, mais t'as le Role Player qui est mignon et vilain, quelque chose comme ça, où là, tu combats des vilains en plus avec ton personnage. Bref, c'est vraiment intéressant. Allez voir ça, ça vaut la peine. C'est super le fun comme jeu. Je peux pas, lui non plus, je peux pas le vendre assez. Là, on approche dans le top 100, on se rend compte qu'on approche plus en plus des jeux qui sont chers à mon cœur. Ils sont tous chers à mon cœur, mais plus on approche du top 50, plus je les aime beaucoup d'amour. Fait que bref, c'est Role Player. Allez voir ça. Finalement, en position 51, c'est un jeu un peu dungeon crawler, un jeu d'aventure un petit peu narratif où on va aller axer beaucoup sur le développement de notre personnage à travers une campagne narrative. Donc, le genre de jeu qui m'intéresse énormément. Donc, il va en avoir de plus en plus, plus le top avance, mais c'en est un. Et c'est City of the Kings. The City of Kings, excusez-moi. C'est un jeu, justement, dans lequel il va y avoir une certaine histoire, parce qu'on va essayer de progresser à travers des chapitres dans une histoire pour pouvoir faire différents défis. On se promène sur une carte qu'on révèle au fur et à mesure de la partie, donc qui est tout le temps un peu randomisée, mais avec des tuiles prédéfinies. Et on essaie d'accomplir certaines quêtes, on essaie de développer notre personnage pour le rendre de plus en plus efficace, mais ce qui va vraiment caractériser The City of Kings des autres jeux du même genre, c'est que les monstres sont générés de façon complètement aléatoire. Ce qui veut dire que quand on génère un monstre, on va avoir des indications de combien de jetons de compétences piocher de quel sac, parce qu'on va avoir des sacs faciles, médium et vraiment difficiles. Et selon dans quel sac on pioche, notre monstre développe certaines compétences. Donc, plus on avance dans l'histoire, plus les monstres sont difficiles, mais on peut jamais prédire quelles compétences le monstre va avoir ou à quoi il va ressembler parce qu'à chaque fois, c'est complètement random et c'est ce qui rend le jeu si intéressant, c'est sa petite marque de commerce. Bref, c'est le fun comme jeu, c'est super intéressant, le développement du personnage, c'est un jeu qui est pas facile, c'est pas pour tout le monde, mais bref, il est super beau, il est bien monté, il y a plusieurs extensions, des extensions qui vont rapporter des quêtes supplémentaires, des extensions qui vont rapporter de l'histoire supplémentaire, des personnages supplémentaires, plein de choses à collectionner pour ce jeu-là. Bref, une belle production, allez voir ça si ça vous intéresse ce type de jeu. Et c'est mon numéro 51 de City of Kings. Et voilà, c'est ce qui met fin à la 5e partie de mon top 100. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire quel jeu, en fait, que je vous ai présenté, est-ce que correspond à vos goûts, quel jeu vous intéresse le plus, bref, tout ça. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner aussi, à sonner la cloche pour pas manquer aucune vidéo que je mets en ligne. Et d'ici là, je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine!